commencer. Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir rejoint ce webinaire organisé par la CCI Pays de la Loire, Économie d'eau en entreprise, les offres de solutions. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Monsieur Olivier Barraud, président d'Elodis International, Tristan Boucher, fondateur de IoT Store, Fabien Gourlet, ingénieur responsable de Performance Process et Marine Planck, ingénieur d'études chez Performance Process. Notre webinaire durera 1 heure. On aura une partie questions-réponses à la fin des interventions. Je vous invite à poser toutes vos questions dans la barre de chat. On va reprendre toutes vos questions à la fin de ce webinaire. Je tiens à préciser également que le webinaire il est enregistré. Donc, on vous enverra à la fin le replay avec l'enquête de satisfaction. Donc, avant de commencer, je vais faire une petite introduction quand même du contexte et l'état des lieux de la ressource en eau. On l'a tous remarqué que l'année 2022, en fait, marque un tournant avant été 2022, avant et après été 2022. Avec la sécheresse, en fait, qui a enclenché plus que 80 départements en France en arrêté sécheresse et qui a vraiment marqué les esprits avec les incendies. Plusieurs entreprises dans différents secteurs d'activité ont été impactées par cette période de sécheresse. Et on a aussi un deuxième événement un peu plus récent qui est le trou d'eau en peu trop de temps. Et en fait, on est rentré dans une variation climatique qui traduit effectivement le dérèglement climatique. Et aujourd'hui, les saisons s'éloignent malheureusement et les périodes sont décalées. Donc, c'est malheureusement avec ça qu'on va devoir vivre demain et après-demain. C'est pour ça aujourd'hui, à la CCI, nous pensons que c'est important de parler sur ce sujet-là. L'eau est une ressource précieuse, renouvelable, mais pas illimitée. Donc, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et ça va impacter directement les entreprises. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est nous vous proposons les solutions et les experts de la gestion de l'eau pour vous aider à enclencher les actions au sein de votre entreprise et à vous préparer en cas d'arrêté sécheresse qui tombe en été. Voilà, je laisse la main à Monsieur Barraud pour présenter la performance industrielle au cœur des lavages. Je vais arrêter de partager mon écran. Merci Shaïba. Je pense que mon écran paraît maintenant, c'est bon? Oui, très bien. On voit votre écran. Ouais, merci et bonjour à tous. Donc, je me présente rapidement, Olivier Barraud. Moi, je suis entrepreneur depuis une trentaine d'années dans le domaine à la fois de l'eau et de l'énergie et j'ai créé le cabinet Elodis il y a une quinzaine d'années sur un sujet spécifique que sont les process de lavage, de nettoyage en place en industrie, en particulier agroalimentaire, que je connais très bien depuis longtemps. Donc voilà, on pratique aussi bien les audits que l'ingénierie, la conception optimale de ces installations, de la formation dans le domaine de la chimie des lavages, qui est absolument indispensable pour faire travailler efficacement les équipes en interne sur ces sujets-là. Et cet après-midi, l'idée, c'est de rapidement faire un tour d'horizon de 2 technologies très innovantes qu'on a développées. Vous voyez qu'ils sont l'une et l'autre labellisées Solar Impulse parce qu'elles ont à la fois le critère vérifié, on va dire, d'avoir un impact très positif sur l'environnement et également d'être rentable. Alors, comme je vous parle d'agroalimentaire, les gens ne connaissent pas toujours une usine agroalimentaire, mais c'est comme une grande cuisine, quoi, finalement. Ce qui va changer, c'est la taille des gamelles. Il est évident qu'on ne pourra pas mettre une cuve de 100 mètres cubes ou un pasteurisateur de plusieurs tonnes dans un lave-vaisselle.
Ce qui conduit les industriels depuis de nombreuses années à progressivement connecter leurs équipements pour les laver à des systèmes qu'on appelle des systèmes de nettoyage en place, dont l'objet va être de les alimenter pour les laver de l'intérieur en faisant circuler énormément d'eau, énormément de chaleur et de produits chimiques, et donc avec de nombreux impacts. Alors, vous avez la représentation ici de ce qu'on appelle le cercle de Zinner, qui est, on va dire, la règle de base pour bien laver un équipement avec 4 facteurs clés. On parle souvent de tact, parce qu'en fait, pour bien laver, c'est un peu comme à la maison, hein, si vous voulez. Si vous laissez les assiettes à tremper, il ne va pas se passer grand-chose. Donc, il y a un facteur mécanique qu'on obtient justement avec énormément d'eau et de pompage. C'est pour ça que, notamment en agroalimentaire, le poste des nettoyages en place est souvent le premier poste de consommation d'eau. Et souvent, on est à 50%, voire plus. Par exemple dans le secteur laitier ou dans l'embouteillage très souvent. Donc ça, c'est un premier facteur de coût et d'impact. C'est un second facteur, c'est les produits chimiques utilisés. Donc on utilise beaucoup de soude ou d'acide, dont il ne faut pas oublier qu'eux-mêmes sont porteurs d'un impact gaz à effet de serre non négligeable. On consomme, il y a le facteur thermique, donc on consomme beaucoup d'énergie pour chauffer les solutions à 80-85 degrés pour la soude, à une soixantaine de degrés pour l'acide nitrique. Et puis un facteur temps de contact pour que les 3 autres agissent efficacement. Et forcément, plus on passe de temps à laver, moins on passe de temps à produire. Donc c'est un facteur de productivité qui agit sur tous les KPI, y compris mètres cubes à la tonne, kilowattheure à la tonne, etc. Et il y a un 5e facteur qu'on sous-estime souvent associé au lavage, qui est aussi lié au cycle de l'eau, c'est les rejets vers la station d'épuration, avec les coûts associés pour le traitement de cette DCO, cette charge organique, et toutes les incidences de rejet de phosphore, de sodium, etc., qui évidemment, notamment de la phase d'épandage, parce que ça revient tôt ou tard dans l'environnement, eh bien, ça peut poser un certain nombre de problématiques. Donc, quand on considère tous ces facteurs-là, c'est finalement un poste tout à fait essentiel en termes de coût et en termes d'impact environnemental, et notamment sur le sujet de l'eau qui nous intéresse en particulier. Et ce que l'on va voir avec le sujet Green CIP dont je vais parler, c'est qu'en fait, on va agir pas simplement sur les facteurs chimiques, mais sur l'ensemble des facteurs cumulés. Donc, les 2 innovations majeures dont je vais parler, c'est Green CIP en premier lieu, qui a été à l'origine de la création de la structure il y a une quinzaine d'années. On a fait beaucoup de phases R&D avec différents centres de recherche du Grand Ouest et avec un partenariat avec un Canadien chimiste qui est à l'origine du procédé au tout départ. Et puis, dans un deuxième temps, le capteur OptiClean, très efficace pour optimiser les cycles de lavage. Alors, je vais commencer par Green CIP, qui est une véritable technologie de rupture, puisque là, on brise le plafond de verre, qui est que quand une solution est sale, on ne peut pas la réutiliser en agroalimentaire, et ce sera pareil en cosmétique ou en pharma, on a des risques de contamination qui sont évidemment rédhibitoires. Eh bien, nous, ce qu'on arrive à faire par voie physico-chimique, on utilise des coagulants spécifiques qui sont naturels et flocculants qui vont réagir quel que soit le pH. Donc ça, c'est la force de la solution. Et donc, on va séparer, comme vous voyez ici, on va attraper toute la matière en suspension que vous voyez là qui crée le trouble, et on la sépare pour récupérer d'un côté une matière qui est traitée, donc on n'a plus besoin de traiter dans la station, et le surnageant qui est une soude propre qu'on va réutiliser, et qu'on va réutiliser en fait à l'infini, parce que non seulement on la récupère à 90-95%, mais ce qu'on voit brièvement synthétisé sur le graphe à droite, c'est que la solution régénérée est toujours plus efficace qu'une solution neuve. On le voit ici, entre 0 et 20 cycles de régénération d'une même soude, la tension superficielle qui est en bleu foncé, qui baisse très fortement, symbolise justement, plus elle est basse, plus votre soude est efficace. Donc en fait, la démonstration qu'on a faite il y a bien longtemps, c'est qu'une soude régénérée, elle n'est pas simplement moins ou aussi efficace, elle est plus efficace, et elle se réutilise donc à l'infini avec une meilleure efficacité, y compris d'un point de vue qualité et bactère. Donc les enjeux et les impacts, ils sont multiples. Évidemment, on va jouer fortement sur la consommation de produits chimiques, mais aussi très fortement sur les consommations d'eau et d'énergie, qui sont des postes importants, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, on verra à travers un exemple juste après, sur ces activités de lavage. On va également réduire les temps de lavage, ce qui est un facteur de productivité important, et on va réduire les volumes rejetés et donc à traiter, donc la consommation d'énergie induite et les coûts de fonctionnement de la station, mais aussi sa capacité.
et on va réduire également les volumes qui sont à épandre. Alors, ce travail-là a été complété par une analyse de cycle de vie faite par un cabinet indépendant au deuxième conseil, qui a fait une validation, une évaluation de l'impact climatique d'une NEP utilisant Green CIP vis-à-vis d'une NEP traditionnelle. Donc, on voit qu'on abat de 96% l'impact climatique, 95% l'écotoxicité terrestre et 90% l'écotoxicité aquatique. Donc voilà un exemple pour illustrer mon propos. C'est une usine qui est sur l'île de la Réunion et qui tourne depuis 12 ans. Donc vous voyez les multiples produits qui sont fabriqués entre du yaourt, du lait UHT, des jus, des crèmes glacées, des fromages pâte dure et pâte molle. Eh bien, toutes ces installations disposaient d'une petite NEP indépendante. On les a tous raccordés il y a 12 ans à ce système-là, avec des cuves de 40 mètres cubes pour la soude et 35 mètres cubes pour l'acide, puisqu'on génère les deux. Et depuis 12 ans, on n'a jamais vidé les tanks de soude ou d'acide. Donc, ça représente évidemment des gros enjeux d'économie de soude, 75%, 60% pour l'acide. On a réduit de 15% les consommations de vapeur à l'échelle de l'usine, ce qui a aussi permis d'acheter une chaudière plus petite quand la nécessité est venue de la changer. On a réduit de 1800 heures les temps de lavage, et ça, c'est de la capacité sur leur NEP et de la capacité en production. On a réduit de un peu plus de 30% la DCO, donc rejetée à la station d'épuration. Et donc, ça a évité de rajouter 5 à 600 000 euros d'investissement pour augmenter la capacité. En fait, c'était le projet à l'origine du client. Il ne voulait pas remettre de l'argent dans la station et donc on l'a mis cet argent en amont pour avoir tous ces bénéfices, y compris évidemment l'économie d'eau qui nous intéresse aujourd'hui avec plus de 50 000 m3, qui est à peu près 30% de la consommation de l'usine. Donc, on a poursuivi nos travaux et récemment, on a développé un mode batch, ce qu'on appelle un mini Green CIP, qui va opérer de façon avec une empreinte au sol beaucoup plus petite, où tout va se passer dans une cuve de réaction, vous voyez là. Et sur ces stérilisateurs lait, où à chaque run de lavage, on rejette en principe 2 mètres cubes de soude, eh bien, on va, en faisant cette régénération régulièrement, après chaque lavage, annuellement, on récupère 3500 mètres cubes d'eau, ce qui n'est pas le plus important sur ces équipements-là, mais surtout 92 tonnes de DCO, ce qui est très important, et 285 tonnes de soude. Ce que je n'ai pas mentionné là, c'est qu'on gagne également du temps sur le lavage de ces équipements. Deuxième chapitre, pour tenir le timing, le capteur OptiClean que l'on a développé, dans une vocation au départ qui était de servir pour le Green CIP, pour séparer les solutions sales des solutions propres. Et on en a fait un capteur qui est utilisé au quotidien. On en a plus de 250 dans les usines aujourd'hui, dont la vocation est, comme vous voyez sur le schéma, d'équiper la ligne de départ d'une part, où on va avoir un signal qui va nous donner la qualité de la solution qu'on envoie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une sonde optique qui n'est pas un turbidimètre simple, puisqu'on a, outre une mesure d'infrarouge, on a également une mesure d'UV. Et en ayant ces deux informations-là, on mesure toute la charge organique qui vient et qui repart. Et donc, le signal rouge, qui est le capteur sur l'aller, nous donne la référence. Le signal bleu, c'est le capteur qui est sur le retour. Vous voyez qu'ici, forcément, on a un pic au début parce qu'on décrasse l'objet. Donc ici, je lave et là, j'ai fini. Et donc, ça me montre bien les phases pendant lesquelles on peut optimiser les temps. Donc, vous avez ici un exemple réel. Vous avez la conductivité là, qui démarque bien la phase de lavage à la soude, par exemple. Vous avez l'infrarouge envoi, l'infrarouge retour. Donc, ça, c'est la référence. Vous avez ici le retour et vous voyez visuellement là où vous pouvez arrêter et réduire. Donc, ce qui est valable évidemment pour des phases de rinçage et donc de réduction de temps, mais aussi de consommation d'eau. Donc, voilà un exemple dans le cas d'une usine qui est dans la région, Lactalis Laval. Sur cette usine avec une NEP 6 lignes, en 2018, on a obtenu 1000 heures d'économie de temps sur la phase soude, 88 heures sur la phase acide, 247 heures sur la phase rinçage avec 6500 m3 d'eau économisée pour arriver à 1350 heures. Et donc 23 KE d'économie qui ne représentent que les économies d'eau et d'énergie. Vous doutez bien que sur les 1350 heures, il y a potentiellement quelques heures de prod qu'on peut mettre à profit du bilan. 2019, on est passé de 1350 à 1800 heures par an et 8000 m3 d'eau économisée. Et 2020, on est passé à 3000 heures par an. Un dernier exemple ici dans l'embouteillage, j'ai l'occasion d'évoquer
pas plus tard qu'une dizaine de jours à Nancy, à l'ENSAIA, qui est une école d'agroalimentaire. Et Antarctique, on a de la même façon travaillé avec ces capteurs-là dans un objectif de réduction des consommations d'eau et pas du tout de façon accessoire également pour réduire ou gagner des temps de lavage, parce que ça leur a donné un gain de productivité, parce que pas mal de lignes étaient saturées chez eux. Donc on voit qu'en travaillant sur l'eau, ce qui a toujours été notre démarche et ma démarche, l'eau n'étant pas toujours d'une grande rentabilité en raison de son coût, en tout cas les actions sur ce sujet-là, eh bien quand on a des leviers comme le temps, comme l'énergie en complément ou comme la réduction de pollution, on arrive à des sujets qui sont tout à fait intéressants à tout point de vue. Voilà pour ma partie. Bon, je pense avoir respecté le timing. Et je répondrai à vos questions tout à l'heure. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur Barraud. Merci pour cette présentation enrichissante. Alors, je vais prendre le relais. On passe à IoT Store. Monsieur Boucher qui va nous présenter la solution adaptée pour la gestion de mesures d'eau et des capteurs. Merci Shaima. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vais donc vous parler de IoT Store, qui est une société que j'ai créée en 2020. Qui avait pour objectif de fournir en fait des informations en quasi temps réel aux utilisateurs finaux pour à la fois leur faciliter la vie au quotidien, notamment sur la partie opérationnelle, et puis les aider à la prise de décision. Donc l'avantage de la solution, c'est que au départ, il y a de multiples cas d'usage qui peuvent être qui sont couverts en fait par les capteurs que l'on propose. Notamment dans les premiers temps, on a beaucoup travaillé avec les restaurants sur un sujet de suivi des températures des enceintes froides. Et puis à l'été 2023, à la demande d'un client en fait qui avait déjà d'autres cas d'usage, on s'est intéressé au sujet de la consommation d'eau. Là, en l'occurrence, c'était pour du tertiaire. Et depuis, on élargit petit à petit d'autres cas d'usage qui concernent toujours l'eau. Et là, je vais vous présenter du coup la solution dédiée au suivi de la consommation d'eau et ce qu'elle permet. Donc, la solution est composée en fait de trois éléments. D'une part, ce que vous voyez à gauche, qui sont les capteurs. Donc, dans le cas de la solution de suivi et de consommation d'eau, on a des capteurs qui sont soit des équipements qui vont permettre de rendre communicants les compteurs qui sont déjà présents. Et puis après, on peut évidemment ajouter soit de nouveaux compteurs, soit sur notamment les petits diamètres, des compteurs, des débitmètres plutôt, qui sont non intrusifs. Ce qui va nous permettre de mapper en fait l'ensemble des usages et de collecter les informations sur les consommations d'eau, usage par usage, pour à la fois détecter les fuites et les surconsommations principalement. La deuxième partie, en fait, ça concerne la collecte en fait des données, puisque les capteurs, eux, récupèrent des informations. Et puis, il faut qu'elles soient rapatriées sur une passerelle. On travaille beaucoup avec un réseau qui est un réseau radio, qui est un réseau LoRa, qui a l'avantage de bien couvrir, y compris les bâtiments. Et enfin, une dernière partie qui est en fait la plus intéressante et qui est l'interface avec l'utilisateur final, qui va être une plateforme de visualisation et de paramétrage sur laquelle vous allez pouvoir, là, justement, gérer à la fois les utilisateurs, mettre en place des alertes et créer ou mettre en forme des tableaux de bord qui vont vous permettre d'avoir les informations dont vous avez besoin. Un petit élément qu'il faut... La partie sous-comptage, la partie compteur, qui est en fait la partie utile vraiment de la solution, c'est quelque chose qu'on discute avec nos clients au fur et à mesure pour la configurer.
Et de par la facilité d'installation, l'avantage, c'est que c'est une solution qui est évolutive sur laquelle on peut commencer par un niveau de détail relativement peu important. Et puis après, pour des cas où on voit qu'il y a des sujets plus intéressants ou sur lesquels on a besoin de plus d'informations, de venir compléter ce qui a déjà été mis en place. Donc voilà pour les 3 éléments de la solution. En termes de fonctionnalité, comme je vous le disais, au niveau installation, c'est relativement simple à mettre en place. Les capteurs sont sans fil, donc il n'y a pas besoin de câbler, recabler, faire passer un électricien ou du courant faible. La solution est compatible, comme je vous disais, avec les compteurs existants. C'est du plug and play, c'est-à-dire que tous les équipements ont un QR code qui vous permet d'intégrer directement le capteur sur la plateforme pour le rendre visible. Et puis, vous pouvez créer facilement autant de comptes utilisateurs que vous voulez, avec évidemment des niveaux de droits différents pour écrire, paramétrer ou simplement lire des informations. Sur la partie collecte, si on prend le sujet consommation, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'automatisation des relevés, c'est du temps de gagner pour les industriels ou nos clients en général qui faisaient l'effort de suivre les consommations. C'était une personne qui faisait le tour des compteurs une fois par mois au mieux. Qui vous avez des relevés on peut descendre jusqu'à 5 minutes. On travaille beaucoup en pas horaire. Mais ça permet de gagner du temps et puis d'avoir des informations qui sont plus précises et qui sont immédiatement disponibles. Ce qui nous permet de surveiller, entre autres, la partie... vous avez des informations aussi sur l'état des équipements et l'historisation et l'extraction des données qui sont possibles. Au niveau analyse, comme je vous le disais sur la plateforme, sur les slides suivants, je vous présenterai ces informations-là un petit peu plus en détail, mais au même endroit, en fait, vous allez pouvoir avoir tous les capteurs, donc là, y compris tous les compteurs. Vous pouvez le voir sur les sites étendus sous forme de géolocalisation, sur un plan, sur une carte. Vous pouvez créer vos dashboards, vos tableaux de bord pour suivre en particulier certains éléments ou pour permettre une visualisation plus ou moins adaptée aux différents utilisateurs. Vous avez évidemment, et ce qui est le plus utile, des alertes que vous pouvez paramétrer capteur par capteur, ce qui va vous permettre de recevoir par SMS ou par mail l'information que sur tel compteur, il y a une surconsommation ou que sur tel compteur, vous avez eu de la consommation la nuit alors que vous êtes dans un endroit où il est censé y avoir personne. Il y a des cas sur des écoles, par exemple. Donc la détection des fuites et des surconsommations. Et vous pouvez aussi, notamment si vous travaillez sur du multisite ou si vous avez des usages qui sont équivalents, comparer des compteurs pour essayer de comprendre s'il y a des différences et éventuellement pourquoi il pourrait y avoir des différences sur des usages qui devraient être identiques. Au niveau de la gestion et sur la plateforme, donc comme je vous le disais, le nombre d'utilisateurs est illimité. Vous pouvez aussi bien intégrer dedans vos mainteneurs que votre responsable technique, que le responsable de site ou n'importe qui que vous le souhaitez. C'est une solution qui est mise en avant par nos clients en fait pour sensibiliser les usagers, que ce soit les salariés, des clients dans les hôtels ou dans les campings. Ça permet de récolter des données qui sont fiables, qui sont mises à jour, et donc d'avoir des choses concrètes. Ça permet aussi d'améliorer la sensibilisation des personnes. On peut faire sur certains cas un peu de maintenance préventive sur l'eau et puis sur d'autres sujets. Et enfin, vous pouvez aussi suivre les actions correctives, ce qui peut être utile pour voir comment ça évolue et éventuellement justement participer à la maintenance préventive. En termes de visualisation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc vous avez pour chaque capteur, et là en l'occurrence le compteur, la dernière donnée brute qui a été collectée. Alors là, c'est un capteur non intrusif, donc vous avez la consommation, vous avez l'information s'il y a une fuite ou pas, la température de l'eau en l'occurrence, et puis des consommations horaires, journalières ou mensuelles. Vous pouvez évidemment transformer, entre guillemets, et avoir un suivi, une historisation des données, et les mettre sous forme de courbe. Et le dernier cas, en fait, c'est pour avoir justement des comparatifs sur plusieurs capteurs ou sur un même
un même graphe, vous allez pouvoir avoir les consommations de plusieurs capteurs et ainsi identifier ceux qui pourraient poser problème. Vous pouvez aussi créer entre guillemets, des capteurs virtuels ou des compteurs virtuels qui sont la somme de plusieurs compteurs. Par exemple, si vous souhaitez avoir toute la consommation d'eau sur un étage, quel que soit l'usage, vous pouvez le faire. Si vous voulez avoir toute la consommation liée au sanitaire d'un côté et à la piscine de l'autre, si vous êtes dans un hôtel, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi. Voilà pour une première forme de visualisation. Et derrière, pour vous aider à l'analyse, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc vous pouvez créer des tableaux de bord, vous pouvez en créer autant que vous voulez, donc les adapter et les partager en fonction des utilisateurs à qui vous souhaitez les adresser. Le niveau d'information, les choses qui sont les plus parlantes vont dépendre suivant si vous êtes le responsable technique ou si vous êtes le mainteneur ou si vous travaillez sur plusieurs sites, etc. Vous avez évidemment des alertes qui sont disponibles sur la plateforme et comme je vous le disais, vous pouvez à chaque alerte paramétrer les personnes, les utilisateurs à qui vous voulez les adresser, soit au format SMS, soit en email. Sur ce que je vous disais aussi tout à l'heure, vous pouvez insérer des plans de bâtiments, par exemple, étage par étage, et sur ce plan, venir cliquer, glisser, tout simplement, les capteurs qui se mettent, on va dire, en rouge et clignotent en cas d'alerte. Ça permet justement pour, par exemple, un PC sécurité ou ce genre de choses, d'avoir l'information en temps réel et de façon très visuelle et avec des alertes qui ressortent immédiatement. Voilà pour l'analyse. Je vous ai mis deux petits résultats, deux petits retours d'expérience qu'on a eu avec un client dans le tertiaire où en fait, c'est un bâtiment qui accueille à peu près 1500 employés, où on supervise principalement la partie sanitaire, en tout cas depuis janvier 2024. Et en fait, on a récolté 17 alertes. Donc, il y a des alertes à la fois sur des surconsommations et sur des fuites probables quand il y a justement de la consommation, quand il y a de la consommation de la nuit. Ça a permis d'agir beaucoup plus vite. En fait, du coup, on a pu avoir l'information de ce que c'était. Les mainteneurs sont allés voir ce qu'il y avait. Donc, on a pu constater qu'il y avait 14 fuites, en fait, et 3 cas de gaspillage, simplement des robinets qui n'étaient pas arrêtés comme il faut, qui avaient coulé trop longtemps, évidemment. Alors, j'ai fait un volume économisé estimé, parce que, évidemment, en comparant avec ce qui se faisait avant et combien de temps, combien ils avaient pu consommer l'année dernière, au bout de combien de temps ils estimaient intervenir quand ils avaient une fuite, et ne serait-ce que sur les 6 derniers mois, on arrive déjà à une cinquantaine de mètres cubes qui ont été économisés sur ce cas-là. Et un autre cas qui est un restaurant où là on supervise les sanitaires publics et la partie cuisine, principalement la plonge, où là on a eu 6 alertes et là on s'aperçoit que c'est complètement inversé, c'est-à-dire qu'il y a très peu de fuites. En fait, la fuite elle est évidemment dans les sanitaires, c'est ce qu'on constate le plus souvent. Et par contre, du gaspillage au niveau des cuisines. Donc alors ils sont en train de travailler dessus parce que là c'est très récent, mais ils vont voir comment se produit ces gaspillages, comment ils peuvent y remédier, et puis pourquoi en fait, pourquoi il y a ces gaspillages. Est-ce que c'est simplement des fautes, de l'inattention, ou si c'est dans le process qu'il y a quelque chose qui est mal fait. Donc ça va permettre là aussi d'avoir une sensibilisation. Et puis pour eux, alors effectivement, 10 mètres cubes, ça ne va pas changer le chiffre d'affaires du restaurant. Il se trouve que c'est une chaîne de restaurants qui est très, on va dire, concernée par tout ce qui est sujet RSE, et notamment sur le sujet de l'eau, ce qui est pas très courant, et qui du coup va travailler, même pour des volumes qui sont pas énormes comme ça, à améliorer ce sujet-là. Enfin,
Pour récapituler sur le sujet vraiment consommation, au niveau des principaux avantages, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc une mise en place qui est vraiment facile sur les compteurs existants. Sur les petits diamètres, la possibilité d'installer des débitmètres non intrusifs, donc là aussi, pas besoin d'un plombier pour venir le faire, hein, si vous avez... tout le monde est capable de le faire, il s'installe en à peine une dizaine de minutes. Vous avez des données en temps réel, donc du coup, vous avez un suivi de votre consommation, vous êtes en mesure d'identifier les usages, vous pouvez prendre vos décisions plus rapidement et donc plus efficacement, tout simplement éviter, notamment si vous allez jusqu'à du sous-comptage, mais à identifier les usages les plus consommateurs et prioriser les sujets sur lesquels vous voulez investir et là où vous avez le plus à gagner. Les alertes et les fuites, comme on l'a vu, où évidemment vous pouvez gagner tout de suite et on s'aperçoit, alors là j'ai donné des chiffres en particulier, mais avec les clients sur lesquels on a installé la solution, c'est entre 15 et 20%, notamment sur les sanitaires. En fait, on s'aperçoit que voilà, dans un bâtiment où il y a 20 blocs sanitaires, il y a des fuites quasiment toutes les semaines au total. Voilà pour les principaux avantages. Et comme je vous le disais au début, suite et en partenariat, on va dire, ou en tout cas en collaboration avec le client que... Pardon. C'est sur le slide suivant, Shaima, pardon. Avec qui on a commencé à travailler sur le sujet. On travaille sur d'autres cas d'usage en fait qui sont liés à l'eau, donc le comptage sous comptage avec la détection de fuite, ça c'est ce que je vous disais. Mais aussi au niveau, ils travaillent sur la récupération des eaux de pluie. Et ils n'ont pas forcément des informations sur le niveau dans les bâches de récupération qui soient très fiables, donc on est en train de travailler là-dessus. Au niveau de tout ce qui est pompe, compresseur, on a aussi des systèmes d'analyse vibratoire qui peuvent aider à une meilleure performance. Donc ça rejoint ce que disait Monsieur Barraud là aussi sur moins consommer d'eau, moins consommer d'électricité, parce que des pompes qui fonctionnent mal, au début c'est juste plus de consommation, à terme c'est beaucoup plus de problèmes. Et puis sur optimiser la partie arrosage au niveau en partant du taux d'humidité, puisqu'on a des capteurs qui font ce genre de choses, y compris en contrôlant derrière des vannes pour l'agriculture ou effectivement dans d'autres cas d'usage. Et puis deux sujets un petit peu parallèles et sur lesquels pour le moment on est moins présent quand même, qui est la qualité de l'eau et puis la partie température, là où c'est un cas particulier, notamment avec les hôtels ou sur le sujet suivi des températures pour éviter les problèmes de légionelle. Voilà pour d'autres cas d'usage parallèles ou complémentaires au suivi de la consommation d'eau. C'en est tout pour IoT Store. Je vous remercie de votre écoute et puis à votre disposition si vous avez des questions. Merci Shaima. Merci Tristan pour cette présentation intéressante. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça facilite vraiment beaucoup la tâche par rapport aux entreprises d'avoir des capteurs connectés et des alertes de fuite qui sont mis à jour chaque jour. Et on va dire que c'est parmi les premières étapes pour commencer à se poser la question à réduire la consommation d'eau au sein de l'entreprise. Merci pour la présentation. Je passe la parole à Marine Planck pour présenter la dernière partie. En fait, c'est comment gérer les eaux en sortie de l'entreprise, donc la gestion des eaux industrielles. Pardon. Merci Shaima. Bonjour à tous. Donc, je suis Marine Planck, ingénieure d'études chez Performance Process. Et je suis accompagnée de Fabien Gourlet, notre responsable technique, qui n'est pas à mes côtés, mais qui nous écoute. Donc, Performance Process, c'est un bureau d'études qui a été créé il y a maintenant 5 ans et qui est spécialisé dans la gestion des eaux industrielles. Nous sommes aujourd'hui 9 salariés en 2024, basés à Arras, dans le Pas-de-Calais, et bientôt à Angers pour être au plus proche de nos clients. Donc, l'expertise de Performance Process repose sur 3 grands métiers. Le pôle études et essais, donc comme vous pouvez le voir sur la photo en dessous, nous avons un laboratoire d'essai
à Arras, ce qui nous permet de réaliser des essais sur paillasse, mais également des machines pilotes, donc comme sur la photo de droite, ce qui nous permet de tester et de valider les performances d'un traitement avant de le mettre en place chez le client. Le second métier, le pôle construction et AMO, juste sur la... Oui, merci. Donc le pôle construction et AMO, où nos ingénieurs accompagnent les clients pour la rédaction des cahiers des charges, des analyses fonctionnelles et jusqu'à la réalisation ou le suivi du chantier. Et enfin, le pôle exploitation et pilotage, où on accompagne nos clients pour le pilotage de la station de traitement et notamment l'optimisation des performances. Donc nos clients sont tout type d'industriels répartis dans toute la France et nous avons cette année obtenu nos agréments CIR et C2I qui témoignent de nos capacités à mener des projets de R&D d'innovation. Donc un petit rappel très rapide du contexte dans lequel s'inscrit ce webinaire aujourd'hui. Donc j'ai pris les deux cartes de gauche que vous connaissez. Il s'agit des états quantitatifs des masses d'eau souterraines produites par le BRGM. Donc ici, à 1 an d'intervalle en mai 2023 et mai 2024. Ce qu'il faut en retenir rapidement, c'est que la recharge des nappes a lieu en hiver et que malgré la recharge abondante de ces dernières semaines, les nappes réactives, donc comme on a nous dans le Pas-de-Calais ou bien sur la côte ouest, sont déjà en baisse. C'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri d'avoir un été ou un automne sec, d'où l'importance de réduire et de continuer nos efforts. Second point important et très facilement visible sur les deux cartes, c'est qu'on a aujourd'hui affaire à des variations saisonnières, mais également annuelles. C'est-à-dire que d'une année à l'autre, à la même période, on n'est pas sûr d'avoir la même quantité d'eau disponible pour nos usages. D'où l'importance de toujours poursuivre nos efforts en termes de réduction et de recherche d'autonomie sur la gestion en eau. Donc des restrictions déjà imposées, alors malgré la recharge de ces dernières semaines, et même si on n'est pas dans la situation de 2022 et 2023, on a déjà 5 départements qui se sont vus imposer des restrictions avec les arrêtés sécheresse, notamment la Haute-Corse, l'Ain, l'Hérault, l'Aude et les Pyrénées-Orientales, qui n'ont pas pu bénéficier des recharges que l'on a eues plus dans le nord. Ces mesures de restriction vont jusqu'à une réduction du prélèvement d'eau de 25%, ce qui peut évidemment impacter de manière non négligeable les activités industrielles, d'où l'importance d'anticiper et d'agir avant que ces arrêtés ne tombent. Donc les contraintes réglementaires à anticiper, je vais faire vite, je ne vais pas vous, vous barber avec ça. Les arrêtés sécheresse, donc on vient d'en parler, issus de l'arrêté du 30 juin 2023, qui concerne les ICPE soumises à autorisation et enregistrement, qui consomment plus de 10 000 m3 par an. Ces arrêtés ne concernent pas certaines industries ou activités prioritaires, notamment tout ce qui va toucher à la production d'eau potable ou aux établissements de soins de santé. Et sont exclus également de ces arrêtés les entreprises qui ont déjà entrepris des efforts pour leur réduction de consommation d'eau. Vigilance toutefois, car ces industriels ne sont pas à l'abri d'autres restrictions de prélèvement via d'autres arrêtés préfectoraux. Donc le premier décret qui a lancé les nouveaux projets de réutilisation, donc le décret du 29 août 2023, qui concerne la réutilisation des eaux usées traitées issues des stations d'épuration urbaine et des stations industrielles pour des usages non domestiques, qui ne concernent pas toutefois les habitations, les établissements recevant du public sensible, les usages domestiques et dans les entreprises alimentaires qui, on va le voir, sont concernés par d'autres textes réglementaires, et les usages dans les ICPE qui sont régis par leur propre arrêté préfectoral. Ce décret, pour suivre l'ambition du plan eau 2030, a permis la simplification de la procédure d'autorisation pour la réutilisation. Donc ensuite, les arrêtés de décembre 2023, donc l'arrêté du 14 décembre qui concerne l'arrosage des espaces verts avec des eaux issues des steppes urbaines et des steppes industrielles. Encore une fois, celui-ci ne concerne pas les espaces verts au sein des ICPE qui sont réglementés par l'arrêté préfectoral, et l'arrêté du 18 décembre qui concerne l'irrigation des cultures à partir des eaux issues des stations urbaines. Donc ces deux arrêtés définissent les exigences de qualité à respecter selon les usages, selon le contexte local. Voilà, donc il y a toute une grille de paramètres à prendre en compte qui nous permet d'aboutir à une qualité d'eau nécessaire pour la réutilisation. Et je précise juste du coup sur la slide précédente que pour la réutilisation, pour l'irrigation des cultures, il y a un nouveau règlement européen qui vient de sortir et qui renforce les modalités de surveillance et de mise en place
de ces traitements et de ces systèmes de réutilisation. Donc ensuite, le décret du 24 janvier 2024, ou décret IAA pour industrie agroalimentaire, qui autorise les usages sans contact, avec contact des produits primaires en cours de préparation ou des denrées finales, à partir de différents types d'eau. Donc les eaux issues des matières premières, les eaux issues de process, donc sans sortir de l'usine de production, et les eaux collectées en sortie d'usine et traitées dans une station industrielle. Ce décret ne concerne pas l'utilisation comme eau ingrédient, ni dans les ICPE qui sont toujours régis par leur arrêté préfectoral, mais permet une simplification des processus, une simplification des procédures d'autorisation, pour la réalisation des autres processus et des eaux issues des matières premières recyclées via une déclaration préfectorale et une intégration au plan de maîtrise sanitaire. En revanche, la réalisation des eaux traitées recyclées nécessite toujours une autorisation préfectorale. Donc la prochaine slide va légèrement changer puisque l'arrêté IAA vient d'être publié au journal officiel de ce matin. Oui. Donc cet arrêté permet de définir pour chaque catégorie d'eau et chaque usage les exigences minimales de qualité à satisfaire. Donc je ne sais pas si parmi vous, certains ont eu le temps de le regarder, mais voilà, en fonction de chaque usage, chaque type d'eau, on a des exigences à respecter, notamment donc basées sur les critères de qualité d'eau potable et d'autres règlements européens qui précisent des qualités pour ne pas intervenir dans la qualité des produits finis. Un autre décret est paru ce matin, du coup, qui complète le décret IAA de janvier et qui autorise l'usage d'eau, la réutilisation d'eau comme un eau ingrédient. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder plus dessus, mais les choses changent et c'est pour le mieux. Enfin, les décrets et arrêtés EICH, donc pour eau impropre à la consommation humaine, qui vont définir les eaux qui peuvent être utilisées. Donc là, il va s'agir des eaux de pluie, des eaux douces, des eaux grises, et qui va définir également les usages possibles. Donc on parle principalement du lavage des sols dans les bâtiments, la réutilisation des eaux dans les sanitaires et pour le lavage du linge. Voilà pour la partie réglementaire. Donc, comment agir sur ces usages en industrie? Notre méthode repose sur 3 grands aspects. Donc, organiser la sobriété des usages qui consiste à connaître son process, quantifier sa consommation et optimiser les équipements. Et là, je fais un rappel à ce qu'ont dit mes collègues tout à l'heure. Et on n'oublie pas évidemment le côté humain, donc la sensibilisation du personnel et l'application des procédures. Second point, l'optimisation de la ressource, de la disponibilité de la ressource, qui consiste à étudier le recyclage, la réutilisation des eaux pour réduire la dépendance à l'eau potable, sans oublier de préserver la qualité de l'eau, qui passe par identifier les sources de pollution, la mise en conformité avec la réglementation et la mise en place d'un traitement approprié. Donc, toute cette démarche est également reprise par le programme Ressources eau organisé par la CCIP de la Loire et l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, si vous avez ces projets en tête. Donc, avant de passer aux études de cas, un bref rappel des technologies de traitement des eaux. Alors, tout ce qui va être pré-traitement, donc dégrillage, filtration. Donc, sur les photos, vous avez un filtre poche, un filtre à sable, en dessous un tamis rotatif. Ensuite, tout ce qui va être dégraissage, dessablage, déshuilage, avec des séparations soit par flottation pour les graisses et les huiles, soit par décantation pour les sables. Ensuite, les traitements primaires, donc plutôt traitement physico-chimique. Donc coagulation, flocculation, ce qui consiste à ajouter des produits chimiques dans l'eau à traiter afin d'agglomérer les particules, notamment les matières en suspension, comme vous pouvez le voir sur les photos, et regrouper la pollution en flocs qui vont être séparés soit par décantation, soit par flottation, selon la nature de la pollution. Le traitement secondaire, donc traitement biologique, alors là c'est tout ce que vous connaissez, donc les stations d'épuration urbaine, qui consiste à dégrader la pollution organique par l'activité bactérienne, suivie d'une séparation, généralement par clarification ou par séparation membranaire. Et enfin, les traitements tertiaires, donc le traitement de finition, donc je viens d'en parler, filtration membranaire, donc tout ce qui va être ultrafiltration, nanofiltration, osmose inverse, qui sont des procédés purement physiques et qui permettent d'obtenir une eau ultra pure. Des procédés donc avec médias adsorbants, charbon actif, résine échangeuse d'ions, où ici on a un phénomène d'adsorption et de fixation des composés sur les médias. Et enfin, les phénomènes chimiques d'oxydation avancée, donc avec les UV, le peroxyde d'hydrogène et l'ozone principalement.
Donc pour les études de cas, on a décidé de vous en présenter 5 aujourd'hui, 2 projets de réutilisation des eaux pluviales et 3 projets de réutilisation d'eau usée traitée. Donc premier projet dans une entreprise agroalimentaire qui souhaitait réduire ses consommations d'eau dans les sanitaires et pour le lavage des extérieurs. Donc petit schéma du procédé mis en place, donc très simple, la collecte des eaux de pluie issues des toitures, une première étape de filtration, un système de désinfection et la réinjection dans les sanitaires. Ce qui a permis pour cet industriel une économie d'eau potable de 98% sur ses usages, pour un investissement process et génie civil d'environ 200 000 €, qui prend en compte toutes les contraintes du site qui n'étaient pas forcément évidents à équiper. Donc ensuite, projet similaire dans une entreprise de chaudronnerie-tuyauterie qui avait les mêmes objectifs, mais en plus souhaitait réduire sa consommation d'eau pour les tests d'étanchéité de son process. Donc le système mis en place est le même, la différence près que la solution était containerisée pour des besoins d'économie d'espace sur site. Bilan d'économie d'eau potable, 98% sur ses usages, pour un investissement total de 70 000 €. Donc ensuite, les 3 projets de réutilisation des eaux usées traitées. Le premier, une usine de valorisation des déchets qui consommait de l'eau potable pour le nettoyage de ses équipements et qui disposait d'un gisement d'eau traitée grâce à sa proximité avec la station urbaine. Donc on a récupéré une partie des effluents de la steppe urbaine qu'on a filtré et réutilisé, renvoyé dans le réseau de nettoyage des équipements, ce qui a permis une économie d'eau de 100% sur cet usage, environ 10 000 m3 par an, pour un investissement très modeste de 5 000 €. Ensuite, donc, blanchisserie industrielle, un secteur consommateur d'eau et avec de grosses exigences de qualité d'eau pour ne pas compromettre la qualité et le lavage du linge, d'où un traitement plus poussé. Donc ici, on est parti sur la collecte des eaux en sortie de l'usine, une première filtration pour retenir tout ce qui va être fibres textiles et grosses particules, un traitement biologique pour dégrader la pollution organique, une ultrafiltration, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, un système de séparation physique pour conserver les bactéries dans la biologie, un traitement tertiaire d'osmose inverse pour produire une eau ultra pure qui est suivi par un système de désinfection et un renvoi en tête d'usine. Donc, sur cet industriel-là, l'économie d'eau attendue est supérieure à 75%, ce qui permettra d'économiser plus de 22 000 m3 par an pour un investissement process et génie civil compris d'1,5 million d'euros. Enfin, un procédé similaire dans une entreprise de la chimie du végétal qui avait déjà été confrontée à des arrêtés sécheresse et qui voulait réduire sa dépendance à l'eau potable. Donc le traitement est le même, ce qui a permis un recyclage des eaux usées traitées de 70%, ce qui correspond à 30 000 m3 par an et ce qui était le souhait du client. C'est pour ça qu'on n'a pas cherché à aller au-delà, pour un investissement process d'environ 3,4 millions d'euros. Donc ces différentes études de cas vous montrent qu'en fait, on peut faire beaucoup de choses aujourd'hui pour réduire ses consommations d'eau avec des budgets différents. On a vraiment voulu insister là-dessus. Il ne faut pas forcément envisager de mettre des millions d'euros sur la table pour commencer à faire bouger les choses. Donc en résumé, les 3 enjeux prioritaires sur la gestion de l'eau, qui sont aussi les 3 axes de développement du plan eau 2030, la sobriété des usages, la disponibilité de la ressource et la préservation de la qualité de l'eau. Pour mener à bien les projets, il faut surtout ne pas négliger la phase d'études et d'essais qui vont permettre de bien définir, bien sceller la technologie à mettre en place, les solutions à mettre en place et ce qui va éviter toute mauvaise surprise à la mise en service. La partie réglementaire, comme on vient de le voir avec tous ces nouveaux textes, qui permet d'être sûr que le projet va pouvoir aboutir. La partie construction pour assurer qu'on respecte bien les cahiers des charges. Et enfin, pour conclure, on aime à dire qu'il n'y a pas une ressource alternative, mais une multiplicité des ressources alternatives et des technologies de traitement. Et on essaye au maximum de pouvoir vous apporter des solutions adaptées et personnalisées à chacun de vos projets. Voilà, merci pour votre attention. Merci Shelma. Merci Marine pour cette présentation et comme vous l'aviez évoqué, aujourd'hui l'idée c'est de montrer que des solutions existent
Les offreurs de solutions peuvent vous accompagner à réduire vos consommations d'eau et à préserver cette ressource qui est illimitée. Aujourd'hui, avec ces offreurs de solutions, nous, à la CCI, on vous propose également un programme d'accompagnement qui s'appelle Ressourceau. C'est un programme en partenariat avec l'Agence de l'eau Loire-Bretagne qui se compose de différents volets. On a 3 volets. Le premier se traduit par le recueil d'informations et la cartographie des usages de l'eau. L'idée, c'est de comprendre la chaîne de valeur de l'eau et d'avoir le plus d'informations possible sur les prélèvements et les consommations d'eau dans toute la région. Le deuxième volet, ça concerne la partie sensibilisation des entreprises et partenaires en fait, via l'organisation de webinaires et des événements ou des journées d'information avec les EPCI et les collectivités. Le troisième volet, c'est l'accompagnement individuel qu'on propose aujourd'hui pour accompagner les entreprises à en fait essayer d'identifier les différents leviers d'économie d'eau. Donc l'accompagnement individuel, il est destiné aux entreprises qui consomment entre 10 000 et 100 000 mètres cubes par an. Et nous, notre mission, c'est de vraiment réaliser une préétude et de réaliser un état des lieux des consommations d'eau, une analyse des factures d'eau, des redevances, des relevés de compteurs et par la suite essayer d'identifier les potentielles économies d'eau et de vous proposer un plan d'action personnalisé et priorisé selon votre projet. Aujourd'hui, les 2 premières promotions de Ressourceau, 36 entreprises ont déjà été accompagnées et on a des résultats qui peuvent atteindre les 10% d'économie d'eau globale sur ces entreprises accompagnées. Donc, pour un peu expliquer le détail de notre accompagnement, on propose aux entreprises un rendez-vous sur site où on recueille les données et on échange avec l'entreprise sur les différents usages de l'eau, le besoin de l'entreprise. Et puis, on passe à la rédaction du rapport de la préétude avec l'élaboration d'un plan d'action priorisé. On fera à la fin un suivi du projet de l'entreprise, donc le suivi du projet d'économie d'eau selon l'avancement de l'entreprise, soit 6 mois, soit 1 an après la préétude. Et pour finir, le Flash Dia qui est récemment sorti sur la plateforme nationale des CCI, c'est une auto-évaluation, une vingtaine de questions de moins de 5 minutes qui permet en fait de tester la maturité de l'entreprise et d'identifier rapidement les pistes de développement. L'entreprise, à la fin de ce questionnaire, elle reçoit en fait un petit compte rendu pour présenter son profil, soit novice, engagé ou expérimenté, avec des préconisations et des actions prioritaires d'économie d'eau. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions? Je ne sais pas si vous avez posé vos questions dans le chat. N'hésitez pas, si vous voulez intervenir, vous pouvez lever la main et activer votre micro pour poser vos questions directement aux intervenants. Si vous avez quelques remarques ou des compléments d'information. Il n'y en a pas de questions posées dans le chat. J'espère que la présentation de tous les intervenants a été claire et intéressante. Je regarde l'heure, on est pratiquement
On est pratiquement à 15h30, pardon. Je vais finir par une avant-dernière slide pour donner tous les contacts CCI, en fait, les conseillers dans les CCI territoriales. Vous pouvez poser toutes vos questions transition écologique et développement durable. Donc voilà, et je vous mets la dernière slide, le QR code de l'enquête de satisfaction que vous pourriez remplir à la fin du webinaire. Merci beaucoup, merci aux intervenants, merci aux participants. Merci et bonne journée alors. Merci à vous. Merci. Et le webinaire sera disponible, c'est ça, Shaima, sur Oui, la chaîne YouTube? Le webinaire, il est enregistré et il sera disponible prochainement sur la chaîne YouTube de la CCI. On vous enverra le lien avec le lien du replay avec le lien de l'enquête de satisfaction. Eh ben, merci à tous et bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Partage.